Alors avec quelques complications, évidemment, c'est la dernière. Donc, puisque donc nous, d'une part, nous avons deux intervenants qui vont être en visio, donc on espère que la technique, enfin que Zoom sera fiable au rendez-vous. Et puis, donc effectivement, il y a une des intervenantes, Elodie Gaillard, qui a un problème de train, donc on espère qu'elle va pouvoir nous rejoindre en cours de route. Mais si vous le voulez bien, on va peut-être démarrer tout de suite donc cette troisième table ronde de cette journée professionnelle organisée à l'occasion de Viva Villa. Eh bien, nous intéresser cette fois à des projets qui impliquent directement le territoire sur lequel ils naissent. Nous allons nous poser la question des résidences d'artistes comme tremplin à travers les latitudes et évidemment, et donc notamment avec vous, Julie Chénaud, qui allait démarrer cette table ronde, nous allons nous intéresser à voilà, toutes ces modalités d'accueil d'artistes venus parfois du monde entier, voir avec vous quelles sont les modalités d'accueil, de sélection, quelles sont les scènes visées peut-être. Donc nous avons 6 interventions a priori et un artiste, Nicolas Floch, qui est parmi nous, qui va nous permettre aussi de faire la jonction entre deux institutions, deux projets, la Fondation Camargo, que vous allez présenter, Julie Chenot, et la Villa Albertine, dont on a parlé tout à l'heure, puisque vous avez été un des premiers résidents de la Villa Albertine. Et donc, à travers vous, à travers votre projet, nous allons pouvoir, comme ça, articuler les choses. On revient sur ces questions aussi de résidence croisée, dont on parlait tout à l'heure, ou en tout cas d'accompagnement croisé, et de dispositifs qui permettent de suivre les artistes sur le long terme. Et puis donc Aude Fanlot, qui est à ma droite, nous fait le plaisir aussi d'être parmi nous, donc en tant que représentante du MUSEM. Je vous présenterai plus en détail tout à l'heure. Nous aurons donc ensuite peut-être l'intervention d'Élodie Gaillard de Versant Sud si elle arrive à nous rejoindre. Et nous finirons avec un petit échange avec l'artiste Badi Daloul qui sera donc en visio depuis la Villa Kujoyama, où il doit être très tard, je pense. Au moins, c'est la nuit en tout cas, je pense. Voilà, donc peut-être si vous voulez bien, on entame tout de suite. Donc, alors, je vais vous demander aux uns et aux autres d'être assez succincts et d'aller droit au but pour nous présenter vos projets. Donc, Julie Chénaud, vous dirigez donc la Fondation Camargo. Peut-être, si vous voulez bien aussi, c'est une exception, mais il se trouve que dans mes notes, je ne retrouve plus tout à fait toute votre biographie, donc si vous voulez bien vous représenter en préambule. Et du coup, je présente votre camarade Nicolas Floch, pour lequel, par contre, j'ai des notes et dont je connais le travail aussi. Donc Nicolas Floch, vous êtes né en 1970 à Rennes. Vous avez un travail qui prend vraiment diverses formes, protéiformes comme on dit, des installations, des photographies, des films, des sculptures. Et vous avez surtout un travail qui prend une forme processuelle, si on peut dire, ou une forme d'enquête. Et vous vous êtes en particulier vous intéressez en particulier depuis quelques temps à la notion de paysage sous-marin, dont j'imagine il va être question aujourd'hui, mais aussi de fleuves, puisque vous pistez en quelque sorte le cours de deux fleuves à l'histoire très particulière que sont le Rhône et le Mississippi. Donc vous allez nous expliquer tout ça, mais peut-être donc quelques mots voilà, de présentation. D'abord nous rappeler qui vous êtes, Julie Chénaud, et dire quelques mots de la Fondation Camargo, dont on a eu quand même un bel aperçu tout à l'heure en images. Bonjour, merci beaucoup. Merci à tout le monde et aux organisateurs. Donc, oui, juste rapidement sur mon parcours à moi. Après avoir fait l'ESSEC, une école de commerce, je suis partie en 94 apprendre le chinois à Pékin, où je suis restée 8 ans pour travailler dans des agences culturelles chinoises, plus sur de la musique. Ça, c'était les années 90. Et, et après, j'ai continué avec l'UNESCO au Cambodge, puis après à Washington. Euh,
Et je suis revenue en France après 14 ans à l'étranger. Je suis revenue pour travailler à Marseille pour l'équipe de la capitale, qui postulait à ce moment-là à la capitale, au titre de capitale européenne de la culture, donc en 2007. Et il se trouve que, bon voilà, on l'a eu. Le titre a été donné à Marseille et Marseille-Provence 2013. Et donc j'ai travaillé de 2007 à 2013 pour le projet Marseille-Provence 2013, capitale européenne de la culture, avant d'aller donc dans ce cadre-là, en fait, en 2013, j'ai rencontré le conseil d'administration américain de la Fondation Camargo. La fondation était fermée, elle avait été créée, elle existait depuis longtemps, mais à ce moment-là, les programmes étaient arrêtés et ils cherchaient un nouveau directeur, une nouvelle directrice, et ils se posaient des questions sur quoi faire avec ce lieu. Et ils m'ont proposé de postuler, parce qu'au départ, c'était l'histoire de la Fondation Camargo. C'est un lieu qui a été créé par un artiste américain dans les années, qui a créé ce lieu pour lui, pour pouvoir y être, pour pouvoir y créer, pour pouvoir y expérimenter, pour pouvoir y inviter d'autres personnes. Je vais peut-être vous montrer un tout petit film qui vous donne quelques images, si vous pouvez. Ah non, pardon. Pardon, j'ai pris le moment où vous veniez de partir, je suis désolée. Les 2 secondes où vous voulez vous échapper, c'était le mauvais moment, pardon. C'est juste quelques images pour ceux, on en avait vu tout à l'heure, mais pour ceux qui ne les avaient pas vues. Donc ça a été créé là par une personne que vous voyez, des images en noir et blanc, par un artiste américain qui s'appelait Jérôme Hill, qui était un mécène beaucoup du cinéma d'avant-garde américain, mais aussi de tout ce qui est humanities, de la recherche, qui était lui-même aussi artiste, peintre, compositeur et surtout réalisateur de films d'avant-garde, qui est venu en France dans les années 30, qui est tombé amoureux de Cassis, qui a acheté une propriété, qu'il a complètement développée pour en faire un lieu d'expérimentation, de croisement de disciplines. Il y a invité des personnes comme Jonas Mekas, avec qui après il a co-créé le Anthology Film Archive à New York. Il a invité des personnes comme Olivier Messiaen. Il a créé un lieu de représentation, parce que non seulement c'était pour créer ensemble, échanger, mais aussi pour présenter le résultat du travail. Donc il a créé un théâtre de plein air en s'inspirant des théâtres de plein air du théâtre de Delphes, où il a fait venir, effectivement, il a Olivier Messiaen, où ils ont créé une pièce du Living Theatre, créé avec une compagnie qui s'appelait Théâtre Quotidien de Marseille, différents spectacles. Donc voilà, ça c'est les années jusqu'au 50, 40, 50, 60. En 67, il décide d'en faire un lieu de résidence. Il sait il prépare après sa mort, et il décide d'en faire un lieu de résidence, et il le laisse volontairement. Les textes sont très très ouverts, c'est pour soutenir des artistes, des chercheurs, des écrivains, et présenter leur travail, le travail qui est fait en résidence. Voilà, ça s'arrête, les textes, c'est 2 lignes. De fait, ça s'est créé en 67. En 71, quand la fondation est lancée, en fait, au départ, c'est d'abord un lieu pour soutenir les chercheurs américains qui travaillent sur l'art et la culture française. Et donc, entre, on va dire, les 40 premières années de 71 à 2011, ça va être beaucoup pour soutenir des chercheurs et des artistes anglo-saxons pour qu'ils viennent travailler à Cassis sur des temps de résidence. Il y a un seul programme via appel. Moi, quand j'arrive, comme le conseil d'administration qui me propose de postuler, me dit, voilà, ce lieu, c'était intéressant à ce moment-là, en 71, de faire ça. Maintenant, le monde a changé, les besoins des artistes, des chercheurs et des penseurs ont changé. Il faut qu'on expérimente, et on a envie d'ouvrir à l'international et d'ouvrir au territoire. Et donc ils me disent, allons-y, voilà, quand ils me sélectionnent, ils me proposent le travail, ils me disent, on va expérimenter ensemble sur différents programmes pour voir ce qui fait sens de travailler à cet endroit-là.
en gardant l'ADN qui est le croisement de disciplines, l'expérimentation, les temps longs. Et donc ça, c'est ça qui m'a séduit, cette capacité à pouvoir expérimenter et de pouvoir non seulement offrir à des artistes, des chercheurs et des penseurs d'expérimenter sur site, mais nous aussi en tant qu'organisation de pouvoir nous re-questionner en permanence sur qu'est-ce qu'on fait. Et donc au départ de résidence, on va dire un peu plus classique, ce qui était l'histoire de Camargo, d'offrir du temps et d'espace, des capacités à croiser les disciplines. En fait, j'ai continué on a continué, parce que c'est vraiment un travail d'équipe, à se poser la question sur la relation artiste-chercheur, la question bien sûr de la relation à ce territoire, à l'endroit où on est. Camargo est situé, le paysage est splendide sur lequel, ce qui est en face de Camargo, mais c'est aussi un paysage qui maintenant a complètement un autre sens, c'est plus le paysage, même si le paysage reste assez inchangé par rapport à 71. Maintenant, c'est le parc national des Calanques. C'est le seul lieu, parc en milieu national en milieu urbain d'Europe. On est face à la Méditerranée. Il y a plein de sujets, de questionnements plus globaux qui se posent à cet endroit-là. On est aussi sur un territoire qui a complètement explosé. Et ça, toutes les personnes qui sont dans la salle il travaille aussi, donc aussi bien du côté artistique que du côté académique. Donc c'était de repenser aussi cette manière de faire et d'essayer à chaque fois d'expérimenter des nouvelles manières de travailler, d'accueillir en résidence. Et donc là je regarde Nicolas, un des moyens sur lequel que je voulais tester, moi on a 12 appartements en résidence, c'était de pouvoir avoir des résidences où on invite un penseur à travailler avec nous sur une résidence, sur un sujet du XXIe siècle. Et il se trouve que la première personne qu'on a invitée à faire ça, c'était Gilles Clément, pour travailler sur la relation au vivant, la fin du concept de nature, on va dire, dans le contexte spécifique du parc des Calanques. Et donc on a travaillé avec le parc des Calanques, les chercheurs aussi qui travaillent sur le parc des Calanques, qui s'appelle l'Institut Pythéas, et Gilles sur une résidence, un appel, et c'est à cet appel que Nicolas, c'est la première rencontre que nous on a eue tous les deux entre Camargo et Nicolas, ça a été une réponse à cet appel. Donc c'était en 2017 et Nicolas est venu pour la première fois en 2018 à Camargo. Je ne sais pas si tu veux intervenir là ou sinon on va passer assez rapidement sur cette partie-là, mais d'historique, mais c'est important de voir, je pense, comment notre relation, la relation se construit, puis comment elle se développe à travers les années. Oui, merci Julie. Bonjour. Oui, je pense que ces temps longs sont très importants et moi quand je suis arrivé à Camargo, c'est vrai que je mets souvent en place des projets qui prennent 3, 5, 7, 10 ans. Et je pense que ces temps sont vraiment importants lors de résidences et j'avais amorcé un travail justement sur les paysages sous-marins depuis un certain nombre d'années et depuis 2015 je travaillais vraiment sur on va dire les paysages naturels, ce qui s'étend sous le regard sous l'eau et quand il y a eu cet appel de la Fondation Camargo et de l'Institut Pythéas et du Parc pour travailler sur le territoire marin ou terrestre du parc, je travaillais sur les paysages sous-marins de Bretagne et je voulais travailler en Méditerranée, donc j'ai proposé de travailler sur les paysages sous-marins du parc. Et c'est comme ça que la collaboration a débuté, mais ensuite qui a débouché sur une première résidence, qui a été un peu comme une étude. Ensuite, moi j'ai avancé sur ce projet en proposant de représenter, de travailler sur l'ensemble des paysages sous-marins du parc des Calanques, de longer tout le trait de côte sur 160 km. Et donc là, c'est devenu une commande publique. Et on a travaillé pendant 3 ans sur un projet. Et ensuite, je pense que la collaboration s'est bien passée. Et Julie m'a invité un petit peu à continuer. Alors, sur des questions, je vais en parler après, mais sur la couleur de l'eau qui est
enfin, l'idée n'était pas de travailler sur la couleur de l'eau, mais c'était plus de travailler autour des fleuves. Mais j'avais amorcé quelque chose depuis 2016 aussi sur la couleur de l'eau, qu'on continue avec Julie sous une autre forme. Donc je vais vous le décrire tout à l'heure. Non, c'est vrai que comme Nicolas l'a dit, on a donc commencé par une première résidence qui est devenue un projet, une commande publique, une expo au FRAC en 2020-21, et puis qui s'est complètement développé. Et en parallèle, on continuait à discuter sur d'autres sujets, mais dès 2018 en fait, sur la question du cycle de l'eau. Et d'abord sur le territoire français, parce que c'est vrai que Nicolas, ce dont on en parlait tout à l'heure, on se disait, Nicolas a d'abord une vraie envie de travailler d'abord sur ce territoire, pas forcément toujours aller en résidence à l'étranger, et d'abord montrer, faire voir, rendre visible des choses sur ce territoire, le territoire qui est là sous nos yeux. Et donc on commençait à discuter sur la question du Rhône, des bassins versants. Il se trouve que moi j'ai des liens aussi à l'Ardèche, donc la question de l'eau des bassins versants c'est important. Et à ce moment-là, il y a la Villa Albertine, c'est la première année, l'année inaugurale. Et sur l'année inaugurale, et ça Olivier en parlera plus longuement, en fait ils n'ont pas fait d'appel, ils ont demandé à différents partenaires de leur proposer des noms d'artistes ou de chercheurs. Donc la Camargo a été un des lieux qui a proposé des noms, et dans ces noms, moi je me suis posé la question de personnes, d'artistes ou de chercheurs avec qui on allait continuer à travailler, et Nicolas faisait partie de ces noms, et tout de suite Gaëtan Bruel a dit oui on y va, mais oui bien sûr avec Nicolas c'est parfait. Et là on propose différentes idées à Gaëtan, et là je vais laisser Nicolas en parler. Oui, alors, en fait, à ce moment-là, moi, par rapport aux États-Unis, je pensais plus à la côte ouest parce que je travaillais vraiment sur, là, on est dans les Calanques, je travaillais sur la représentation de ces paysages et j'étais très attiré par les grandes algues de la côte ouest des États-Unis. Mais il n'y avait pas de place à l'ouest. La Villa Albertine pensait à la Floride pour moi, et il y avait quand même la question du Mississippi, enfin de la Nouvelle-Orléans. Et là, quand on a évoqué la Nouvelle-Orléans et le Mississippi, je me suis dit oui, ça m'intéresse de travailler sur le Mississippi, mais j'avais cette conscience qu'un fleuve n'est pas une ligne qui part d'une source jusqu'à une embouchure. Et je me suis dit, si je fais quelque chose sur le Mississippi, même si c'était un peu fou, je veux travailler sur l'ensemble du bassin versant. Alors quand on dit ça comme ça, l'ensemble du bassin versant du Mississippi, ça paraît on ne visualise pas forcément ce que c'est, mais c'est quand même 41% des États-Unis. Je vais vous montrer la carte tout à l'heure. Mais avant, je vais introduire un petit peu le travail, parce que ce que j'ai proposé sur ce territoire, c'est d'aller à la recherche de la couleur de l'eau, en fait. C'est-à-dire aller lire la couleur de l'eau de ce bassin versant. J'ai commencé donc en 2016 des photos un peu isolées dans l'océan, parce que dans l'océan, vous avez vu des fonds marins. Le paysage, on parle souvent des fonds, mais l'océan, c'est pas simplement le fond, c'est pas juste le fond ou la surface, c'est toute la colonne d'eau, tout ce qui se passe entre les deux. Et quelque part, le paysage le plus commun, c'est celui de la colonne d'eau, celui qu'on voit, c'est-à-dire une image colorée à perte de vue. Donc je travaille au grand angle dans ces masses d'eau, et au départ j'ai pris des vues isolées, et ensuite j'ai mis en place un protocole de prise de vue où je prends des vues à différentes profondeurs. C'est comme on ferait un carottage dans un sol, je fais une coupe photographique dans une masse d'eau, ce qui permet de lire la couleur. Je vais vous dire à quoi il correspond après, plus sur le Mississippi. Donc là c'était au FRAC PACA, ce qu'on a fait la première année, avec une coupe dans l'océan qui part de la calanque de Cortiou jusqu'au large de Riou. Ici, on est au FRAC Grand Large. On part du fond de la baie de Somme sur 30 km jusqu'au milieu de la Manche. Donc c'est une coupe photographique de la même manière. Donc voilà, maintenant on arrive sur la Villa Albertine. Donc voici le bassin versant du Mississippi. Donc il y avait la Nouvelle-Orléans bien sûr, il y avait Chicago dans les villes de la Villa Albertine, et tout le reste ne correspondait pas au territoire.
Donc j'ai proposé d'aller sur ce bassin versant et j'ai fait ce parcours où je suis allé sur 224 sites, en fait, relever la couleur de l'eau. Donc j'ai fait 2 voyages en fait, avec 2 modalités différentes par rapport à la Villa Albertine, c'est-à-dire un temps dans le delta, où là il y a eu un gros travail de la part de la Villa d'organisation, où on m'a trouvé un bateau, une personne pour m'accompagner en bateau qui connaissait bien le delta. On est allé dans les bayous, on a dû faire à peu près 1000 km en bateau dans toute cette zone-là. Et j'ai fait une grande coupe de l'arrivée du Mississippi dans l'océan, que je vous montrerai tout à l'heure. Et le reste du trajet, je l'ai fait alors là de manière beaucoup plus autonome. C'est tout à fait relatif parce que j'ai pas de permis de conduire. Donc je suis parti avec une assistante qui conduisait la camionnette qu'on avait pour pouvoir mettre un canoë dedans et l'équipement, parce que je travaille quand même sur le milieu sous-marin, donc c'est un peu compliqué. Et en 2 mois, on a fait ce parcours avec 141 points aux principaux affluents du Mississippi, du Missouri et sur les bords du bassin versant. Donc là, ce sont les sites sur 31 États. Et donc voilà par exemple une coupe pour vous donner un exemple. Dans le Mississippi à Prairie du Chien, on est dans le Wisconsin, et par exemple cette couleur orangée correspond au tanin des forêts du Wisconsin qui vont teinter l'eau. Comme votre thé teinte une eau, les forêts vont donner une teinte à cette eau. Là, on est au lac Itasca, aux sources du Mississippi, et à côté, on est dans la Red River au Texas, où là, ce sont les roches. Vous voyez, ces roches du Texas qui vont donner une vue du dessus de la Red River, donner cette couleur à la Red River. Et quand on rentre dans la Red River, on a vraiment ces couleurs rouges. Donc je passe rapidement, je vais aller juste pour faire vite. Là, c'est la White River avec des roches. Bon, je décris pas tout ça, donc c'est différentes couleurs. Là, on est à Chicago. Comme on a peu de temps, je passe sur tout ça. Je veux vous montrer. Donc je fais des photos en dehors. J'ai développé toute la couleur de l'eau, mais j'ai pas développé. Voilà. Donc là, on arrive. Alors c'est pas le bon. Voilà. Hop. Voilà. Donc on arrive à l'embouchure du Mississippi. Et là, sur 100 km, j'ai fait 43 points. Donc de la même manière, de la surface vers le fond, sur la zone où il y a de la lumière, et j'obtiens cette grille qui peut ressembler à on retrouve l'organisation du cercle chromatique, on retrouve, ça pourrait être une décomposition de la lumière comme on trouve dans un arc-en-ciel, mais c'est une organisation géographique, c'est-à-dire c'est le minéral et l'organique qui arrivent dans l'océan, toute cette partie orange. Quand on arrive dans l'océan, ça va nourrir les phytoplanctons qui vont faire de la photosynthèse, c'est-à-dire toute cette partie verte, c'est tout le vivant qui participe évidemment à la production de l'oxygène, qui fixe le carbone. Alors je ne m'étends pas là-dessus. Et ensuite, on arrive dans cette eau bleue plus pauvre au large. Et c'est assez vertigineux d'avoir sur 100 km comme ça cette organisation chromatique qui ne correspond pas à une décomposition du spectre de la lumière. Et donc, bon, j'en parlerai pas plus parce que je crois qu'on n'a pas trop de temps, mais c'était pour voilà, introduire un petit peu ce que j'avais pu faire pendant ces quelques mois à la Villa Albertine. Ouais, juste pour conclure, et puis après on va passer la parole, je pense, à Olivier. Mais pour moi, en tout cas, en tant que responsable d'un lieu de résidence, ce qui est intéressant là, c'est non seulement pour nous, c'était la question du temps, ça a toujours été dans l'ADN de Camargo, et l'accompagnement sur des temps longs, et de laisser la capacité au projet à évoluer, mais il y a la question aussi du territoire, même si c'est de comment on part
du territoire qui est le territoire de Camargo. Le premier projet était vraiment très localisé sur le parc des Calanques. Même là, ce projet-là, même s'il vous paraît partir beaucoup plus loin, et il part beaucoup plus loin parce qu'après il y a le Mississippi et puis il va y avoir le Rhône, néanmoins il y a un questionnement qui part, quand on a pensé au Rhône, c'est parti de quel est l'impact du bassin versant du Rhône, pourquoi les fonds et l'eau dans les Calanques sont en train de changer si rapidement, et se pose tout de suite la question du bassin versant du Rhône, de comment y travailler, de l'impact et comment on peut le montrer. Et donc c'est vraiment parti de là. Et l'intérêt, mais néanmoins, c'est bien sûr, tout ça c'est possible que parce qu'on a travaillé ensemble avec d'autres structures, là sur le Mississippi avec la Villa Albertine, sur le Rhône. Je vois, il y a Nadine Gomez qui est ici, Nicolas revient de Digne, et il y a comme ça d'autres partenaires avec qui on va travailler sur tout le delta, sur tout le bassin, le versant du Rhône. Et c'est vraiment cette manière de travailler en réseau, en rhizome, mais de pouvoir travailler ensemble avec des structures qui ont vraiment une connaissance du local, et qui en même temps, en travaillant ensemble, on peut faire quelque chose qui a un impact beaucoup plus large. Tu veux ajouter ? Je vais ajouter juste une petite chose sur l'intérêt, parce que comme disait tout à l'heure Julie, c'est vrai que j'ai essayé un peu de recentrer depuis quelques années mon travail sur le territoire français, et toujours je dirais qu'une résidence à l'étranger, enfin quand on choisit vraiment certains endroits, va mettre en perspective le travail différemment, va représenter autre chose. On comprend bien qu'entre le bassin versant du Rhône et le bassin versant du Mississippi, on a deux histoires complètement différentes qui sont complémentaires, mais ce territoire important sur les États-Unis, dans un grand pays industriel, c'est une zone agricole, c'est une zone industrielle, c'est une zone urbaine. Et tout ce qui se passe sur ce territoire, évidemment, mène à une des plus grandes dead zones, ce qu'on appelle, avec des phénomènes d'eutrophisation, c'est-à-dire on a des dérèglements dans le golfe du Mexique. Ce qu'on va trouver un tout petit peu en beaucoup moindre mesure là, en Méditerranée, enfin surtout dans l'étang de Berre, on va le trouver, mais cette représentation, ce que montre le territoire ce territoire du Mississippi, le Rhône ne peut pas le révéler de cette manière-là. Le Rhône montrera autre chose, et les deux sont vraiment complémentaires. Et pour moi, c'est vraiment sur les résidences à l'étranger, je dirais que je les trouve vraiment intéressantes quand elles font aussi elles entrent en résonance avec des situations locales. Et enfin local, où on sait bien que le local est lié au global, et je ne m'étends pas sur les questions, enfin après sur le travail, enfin, j'essaie de... Merci beaucoup d'avoir fait l'effort de condenser ce projet qui est vaste et complexe, qui m'évoque d'ailleurs, je cherche depuis tout à l'heure désespérément le titre de ce livre de Camille de Toledo, qui s'est intéressé à la question de la juridiction des fleuves en l'occurrence, et plus largement des entités de la nature, du droit qu'elles ont à disposer d'elles-mêmes, et à émettre aussi, à générer des formes juridiques, à être considérées comme des entités à part entière. Ce dont Latour a beaucoup parlé, évidemment. C'est peut-être un autre sujet, mais... Oui, complètement, mais je fais 3 mots. Non, mais là, on est vraiment, pour moi, dans le cycle. Ce qui est important, c'est le projet s'appelle Fleuve Océan, c'est l'interaction entre la Terre, l'océan, l'atmosphère, les glaces qu'on va trouver beaucoup plus dans le Rhône que dans le Mississippi, même s'il y a des parties des rocheuses, et comment le minéral interagit avec l'organique, et comment nous, on est au milieu de tout ça, on fait partie de tout ça. Enfin, on est au milieu, on est dans, on n'est pas au milieu on est dans, on est pris dans ce mouvement, et c'est un travail vraiment là-dessus. Mais voilà, là, j'ai pas le temps de le développer. Mais...
Alors, on va passer du coup la parole à Olivier Le Falleur, qui j'espère nous entend, et que vous connaissez peut-être les uns et les autres, puisqu'il a donc longtemps œuvré du côté du territoire marseillais, où il a coordonné le réseau Marseille Expo, puis le festival Printemps de l'Art Contemporain de 2014 à 2019. En 2021, il a également piloté Traversée, qui était donc un fonds de soutien pour les artistes plasticiens organisé par le CIPAC et financé par le ministère de la Culture. Et donc, Olivier Le Falleur, vous êtes depuis un peu plus d'1 an chargé de mission art visuel, architecture et design pour la Villa Albertine, donc qui est un nouveau dispositif que vous allez nous présenter brièvement, malheureusement, mais voilà, qui fête donc, je crois que je l'ai dit ce matin, jeudi 17 novembre, qui fête donc c'est 1 an d'existence aux côtés de Gaëtan Bruel, donc son directeur, et d'une vingtaine de résidents. Et donc, donc, comme vous avez compris, Nicolas Floch a été l'un des premiers parmi les 80 résidents de la Villa Albertine sur l'année 1, avec donc le soutien de la Fondation Camargo. Et donc, vous allez peut-être nous expliquer justement ce montage un peu particulier qui est propre à la Villa Albertine, dont j'ai vu quelque part qu'elle se qualifiait aussi comme l'une des premières résidences de l'ère des industries créatives. Voilà, donc peut-être ça serait intéressant de revenir là-dessus aussi si on a l'occasion. Mais donc peut-être présenter un peu rapidement le dispositif de la Villa Albertine, et puis en particulier puisque c'est assez exemplaire finalement, ce qui s'est joué autour du projet de Nicolas Floch. Ah, alors attendez, Olivier, on ne vous entend pas encore. Vous m'entendez pas? Voilà, c'est bon. Là, ça marche mieux? Oui. Parfait. Eh ben, bonjour à tous. Je ne vous vois pas, mais si vous m'entendez, c'est l'essentiel. Merci à l'organisation de m'avoir invité. Et ben, je salue du coup Nicolas Floch, qu'on a eu le plaisir d'accueillir il y a quelques mois. Et simplement, peut-être justement pour rester dans ce cas particulier, mais qui en dit beaucoup sur le cadre général, notamment sur ce qui fait, selon nous, la force des villas albertines, qui est le principe de résidence sur mesure. Et il me semble que tout ce qu'a expliqué Nicolas et Julie avant lui sont bien plus parlants que tout ce que j'aurais pu vous donner en termes de chiffres et de montage institutionnel. Ça, on est là dans le cas typiquement d'un projet sur lequel on essaye de mouler en quelque sorte, de former la résidence en fonction de ses contours, plutôt que d'imposer aux résidents qui souhaiteraient venir un format, un lieu, une destination, un type, etc. Donc cette idée de sur-mesure, là, elle était assez caractéristique avec Nicolas. Le deuxième aspect de cette idée-là, cette notion de sur-mesure, c'est l'idée d'accompagnement. Et donc, vous vous doutez que quand on voit débarquer un projet comme celui de Nicolas, on s'est dit aïe, aïe, aïe. On espère qu'ils ne sont pas tous de cette envergure quand on voit la projection sur la carte qui fait quasiment la moitié des États-Unis. Et simplement, voilà, ce principe-là d'accompagnement est vraiment au centre de ce qu'on peut apporter, c'est-à-dire qu'on va travailler ensuite avec l'ensemble des équipes qui sont déployées sur les États-Unis pour permettre à chaque projet de se faire au plus près de la façon dont l'artiste l'a imaginé, l'a rêvé. Donc, si on élargit maintenant la focale un peu plus largement, Nicolas faisait partie de la première saison lancée, donc c'était 70 ou 80 artistes, créateurs, intellectuels invités donc, sur une proposition faite par un ensemble d'institutions partenaires qu'on avait sollicité la première année pour lancer l'opération. Et désormais, donc depuis de la fin 2021, donc pour l'année en cours, pour l'année à venir, pardon, on s'appuie sur un appel à candidature. L'idée étant d'avoir chaque année environ 70, peut-être un peu moins progressivement, d'artistes et d'intellectuels qu'on accueillera ici. Le principe général des résidences s'est constitué au cours du coup
de la crise du Covid, d'un moment justement où toutes les relations internationales, tous les échanges ont dû être mis en pause. Et donc, ça a été l'occasion d'une grande réflexion sur les moyens, sur un diagnostic aussi, et sur ce qu'il fallait faire pour relancer les choses quand on pourrait le faire. Et aux États-Unis, ça a été le moment d'une prise de conscience, d'une crise en quelque sorte, de la façon dont la France pouvait être présente en matière culturelle, donc d'un besoin de relancer sur une nouvelle énergie, en s'appuyant sur ce qui existait déjà, donc des programmes qui existent dans chaque discipline, programmes de soutien à la diffusion, aux tournées, etc., et déjà des résidences. Mais l'idée à un moment donné de convertir ça, de lui donner une nouvelle force, en faisant du principe des résidences un projet vraiment structurant sur lequel allait pouvoir ensuite s'agglomérer les autres programmes. Donc le principe des résidences Ville-Albertine, c'est l'accueil de créateurs de la scène française, donc pas nécessairement de la nationalité française, mais qui vont venir pendant 1 mois, 3 mois, jusqu'à 3 mois, pour un projet d'exploration. Donc on n'est pas dans une idée de production, ça fait partie des partis pris assez importants. Un projet d'exploration, donc là avec Nicolas c'est assez criant, mais ça peut être d'exploration moins visible et moins étendue dans le territoire, sans obligation de résultat. Et nous, ensuite, on va au maximum essayer de soutenir à la fois en mettant en place un certain nombre de partenaires, en trouvant des collaborateurs sur place et en s'appuyant sur les 10 consulats qui sont présents sur l'ensemble du territoire des États-Unis. Donc, on a là un maillage en fait, qui nous permet d'être au plus près des besoins sur lesquels vont nous solliciter les différents créateurs. Donc, selon qu'ils veulent travailler avec la NASA à Houston ou avec des parcs naturels autour du Miami ou avec des scientifiques dans d'autres villes, l'ensemble de ce réseau va être mis à contribution. Et donc, par exemple, pour les prochains appels, va être lancé, comme on disait, autour du 22 novembre, pour des résidences qui auront lieu en 2024, ce qui va nous laisser environ entre 6 mois et 1 an pour chaque artiste et créateur invité, pour préparer avec nous au plus près son projet. Et pour chacun, on va préparer le lieu où il va pouvoir être accueilli, les partenaires avec qui il va pouvoir travailler. On va affiner le projet, le budget, et puis et ensuite on mettra en place un certain nombre de dispositifs pour accompagner, pour permettre des rencontres aussi entre résidents. Donc c'est ce sur quoi on est en train de travailler. Mais je pense que c'est important peut-être de continuer sur l'exemple de Nicolas, mais je vais laisser nous dire s'il y a des questions, des choses plus précises sur lesquelles elle a besoin de réponses, ou si on reste sur un cas un peu particulier pour parler du principe général. Alors peut-être quand même j'ai une question moi sur puisque donc alors c'est un peu tôt peut-être pour faire l'examen de conscience ou un premier état des lieux, mais ça fait donc voilà, il y a un premier round qui est passé, vous fêtez le premier anniversaire dans quelques jours. Est-ce qu'il y a déjà puisqu'on parle depuis ce matin aussi de tous ces dispositifs qui ne cessent de se réinventer, de s'adapter, et donc est-ce que vous êtes déjà à la Villa Albertine en train de réadapter une partie du modèle? Vous avez mentionné le fait qu'il y aurait peut-être un peu moins de résidents. Voilà, est-ce qu'il y a... C'est quoi un peu le virage, disons, dans le... Non, on ne va pas déjà prendre un virage, parce que c'était déjà un gros virage de se lancer dans ces résidences. On a juste simplement le nombre, mais ça restera de toute façon un nombre très conséquent. Là, l'appel à la candidature, c'est un dispositif assez lourd et assez long à gérer. Donc voilà, il y a des choses qui se jouent à la marge. Et ensuite, il y a toute une réflexion sur on est déjà, en fait, on suit le cheminement des résidents aussi. On apprend beaucoup à leur côté. Donc là, on est déjà sur une réflexion sur le post-résidence. Et donc, on est en train de réfléchir là des moyens d'accompagner sur la durée les résidents, les lâcher entre guillemets une fois que leurs 2 mois, 3 mois sont écoulés. Donc
c'est aussi pour ça que dès le départ, chaque résident est associé et pour nous, c'est important, à au moins un partenaire français. Donc là, en l'occurrence, c'est la Fondation Camargo Mère Connexion aussi qui s'était associée au projet. Donc à chaque fois, il y a une institution au moins française qui soutient et qui ensuite, on ne demande pas nécessairement de financement, mais ce sont des structures qui sont relais ensuite pour le travail de l'artiste en France et avec qui on peut travailler pour monter d'autres formes soit de présentation une fois qu'il y a un travail plus abouti, soit d'autres projets, d'autres rebonds sur lesquels on va pouvoir nous donner une dimension plus internationale. Donc voilà, s'il y a une évolution, disons, c'est une évolution qui est assez naturelle, qui est celle de continuer d'accompagner les résidents à la même vitesse et ne pas les laisser tomber, entre guillemets. Entendu. Merci beaucoup. Je ne sais pas, Olivier, si vous allez pouvoir continuer à suivre un peu les échanges. Peut-être je vous propose, oui. Puisqu'en plus, Élodie Gaillard nous a rejoint, donc on est très, très heureux qu'elle soit parmi nous. Si vous voulez bien, peut-être on avance, et puis comme ça, on se ménage un petit temps aussi d'échange à la fin. Est-ce que vous voulez souffler un peu? Je passe la parole à Aude. Ça va, vous êtes sur le pont. Donc peut-être dire quand même quelques mots de... Je vous présente brièvement, comme ça je vous épargne ça à vous. Donc quelques mots de votre parcours, parce qu'il est assez étonnant quand même. Puisque vous avez d'abord été photoreporter pendant 6 ans, donc notamment en Éthiopie, à Addis Abeba, vous avez commencé à vous intéresser à l'art contemporain avant de revenir en France et d'obtenir un master d'expert en commercialisation et diffusion des œuvres d'art avec une spécialité art contemporain. Et c'est à partir de cette expérience-là que vous avez créé donc l'association Versant Sud, qui est une structure hybride, si j'ai bien compris, entre la galerie d'art, l'opérateur culturel, et qui a pour vocation de connecter des scènes émergentes et notamment des scènes africaines, puisque donc c'est vraiment votre tropisme de les connecter donc avec le marché de l'art, mais également de les implanter en quelque sorte au sein d'un réseau culturel, artistique, etc. Et donc vous allez peut-être nous présenter donc un peu généralement ce que vous faites avec Versant Sud, mais et peut-être plus en détail le programme de résidence que vous avez mis en place, qui s'appelle Passage, et qui est en lien avec le Nigeria. Et vous accueillez, donc je crois, 2 artistes en ce moment en résidence, une artiste marseillaise, si j'ai bien compris, et une artiste du Nigeria. Voilà, je vous laisse la parole. Alors, je vais faire quelques petites précisions. On travaille avec Versant Sud sur 2 territoires, le territoire de la région sud et des artistes du continent africain. Donc là, je reviens du Luxembourg et donc j'ai passé 2 heures dans le train parce qu'on était bloqués. Mais on présentait en fait une partie de la scène du territoire région sud à la Lux Art Week et un artiste éthiopien en l'occurrence sur cette foire. On a été aidé par le CNAP pour pouvoir supporter les coûts de présentation sur une foire comme la Lux Art Week. On travaille sur un format sur mesure. À l'instar de la Villa Albertine, on travaille sur des résidences de production avec une obligation de résultat. Alors évidemment, on a des expérimentations sur les matériaux parce que l'un des points forts de la résidence, c'est de faire un travail à 4 mains entre l'artiste en résidence et un artisan. Donc on demande à l'artiste dans sa demande de résidence, d'imaginer une résidence en collaboration avec un artisan et notamment une matière avec laquelle il n'a jamais travaillé auparavant. Dans l'idée pour lui de dévier un petit peu de sa pratique actuelle et d'imaginer une nouvelle production future. Donc actuellement, on est sur un format de 2 à 5 résidences par an. On a 2 artistes au Nigeria et une artiste nigérienne à Marseille. Donc pour l'exemple, Manon Garcia Del Barrio, qui est designeuse textile,
est actuellement au Nigeria, à Lagos, pour imaginer la création d'une voile de bateaux navigables. Donc elle collabore avec un artisan local pour imaginer ce format-là. Il y a une possibilité d'échec, évidemment, mais on demande d'aller jusqu'au bout de la démarche. Et dans l'autre sens, Eve Nadji, qui a été également choisie dans ce même programme de résidence, travaille au Fort d'Entrecasteaux à Marseille. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le bâtiment, c'est un bâtiment qui fait face au Pharo et qui va ouvrir dans 18 mois petit à petit au grand public. Il n'a jamais été ouvert encore au grand public. Et Eve Nadji a la possibilité de collaborer avec l'atelier bois, l'atelier pierre et l'atelier fer qui sont actuellement sur place et dont elle peut bénéficier parce que le fort d'Entrecasteaux est actuellement en restauration. Donc elle va faire les 3 formations dans les 3 matières, mais elle va plus particulièrement travailler avec l'atelier bois pour imaginer. Alors je vais essayer d'être précise dans la présentation de son projet. À Lagos, en 2050, on dit que 30% de la ville sera sous les eaux. Et donc la designeuse également et architecte a imaginé 2 types de réalisations. Une réalisation de type vêtements adaptés à la montée des eaux. Donc pas des vêtements utilitaires, mais des vêtements dans lesquels les Nigérians pourront s'habiller en fait au quotidien. De façon normale, mais avec des vêtements imperméables donc. Et le deuxième objet qu'elle va créer en résidence est un œuf flottant qui permettrait de faire naviguer de la marchandise et des biens privés. Donc ça prend la forme ovale d'un œuf et dans une matière flottante qu'un transporteur pourrait utiliser pour aller d'un point A à un point B à Lagos. Ça, c'est son projet de résidence. Et donc, la 3e résidente que nous avons actuellement en résidence au Nigeria est Delphine Denereaz. Et elle va créer, donc elle est designeuse textile et artiste plasticienne. Elle va imaginer en collaboration avec un artisan serrurier chaudronnier un cadre en métal pour accueillir ces textiles. Je ne sais pas si vous connaissez le travail de Delphine Denereaz, mais elle crée des paysages et des textiles, voilà, en métier à tisser, réalisés à base de métiers à tisser. Et donc l'objectif pour elle, c'est de l'upgrader avec une structure métallique de présentation. Pendant ces résidences, les artistes sont invités à rencontrer l'écosystème de l'art contemporain dans les lieux de résidence. Donc on a une base de travail de 5 à 10 personnes à rencontrer durant la résidence. Donc c'est des formats 1 mois ou 2 mois en général. Et l'idée de ces rencontres, c'est d'avoir un travail sur le moyen terme et que ça fasse découler d'autres collaborations futures. J'ai proposé de regarder une vidéo de 4 minutes qui présente la résidence de Lekun Naoutsenai, qui a été le premier artiste éthiopien en résidence. Et à la suite de cette résidence, lui a eu la proposition d'autres résidences et d'autres collaborations. Donc, c'est d'ailleurs pour ça qu'on a intitulé les résidences Passage. C'est pour permettre aux artistes de rencontrer d'autres collaborateurs grâce par exemple à des vidéos qui sont réalisées par des vidéastes professionnels. C'est pour faire un bon outil de communication puisque c'est diffusé sur YouTube et ça a une assez grosse visibilité parce que c'est diffusé auprès de... Ça a été visionné 10 000 fois déjà pour chacune d'elles. C'est des formats très courts. Et sur les artistes qu'on a reçus en résidence, 2 ont rencontré leurs galeristes de façon exclusive. Voilà. Alors, on sait très bien qu'il y a d'autres modèles que le modèle marchand et d'avoir un parcours lié au marché de l'art et qui peut être lié à l'institution. Mais en tout cas, nous, le format qu'on travaille, c'est de faire le pont entre la sortie des écoles d'art et puis la rencontre juste après avec le secteur marchand. Donc. Et c'est un peu cette zone-là qu'on travaille actuellement.
si on peut voir... Ah oui, voilà. To make art, you need to beg from your heart. It's not because of you have materials, it's not because of the hospitality or the comfort you have. That's not the point. The point is like what you have in your heart. I'm graduate with woodcut graphics, so I can say I'm line artist. For me, it's meditation to do line by line. So it can be black line, white line, color line, but I make lines. The first time I signed with my agent, and my signature I ask is if I can get more residencies because of my inspiration come out of the studio. Music is a big part of my art. Actually, I can say most of the art paint with music, and I know the meditation of it. Most of the pastels I do, it's called body and soul, and most of the time I do the models with no faces. When the woman been sitting in a cafe and waiting her boyfriend, but her boyfriend didn't appear. So I thought her body is in a cafe, not her soul. We decided to do one of my pastel with big size of the tapestry. The pastels drawings will be like a thread color. That can be a new technique, a new style I never see before. I never print that way, so that can be also my new way of learning, way of sharing, collaborating. To see the pastel work, how it's work with tapestry. So might be I start to think of the pastel work with a tapestry. The time I stay in Marseille, it's really impressed me because of also the graffiti art on the doors, on the wall. Many places it has its own, many colors, many styles, so it can be, might be I'm surprised to see African colors in Marseille. The world art looking to Africa. It can be a big opportunity for us to work as international artists, as to be in an international market. Merci pour cette présentation. Et puis, on en a parlé un peu ce matin, mais vous avez dit que vous travailliez donc à ce moment un peu particulier de la vie d'artiste qui est celle de la sortie d'école. Voilà, c'était pas le cas effectivement de la plupart des résidences dont on a parlé aujourd'hui qui, elles, travaillent avec des artistes qui sont un peu plus avancés en général dans leur pratique. Donc c'est intéressant aussi de voir... et c'est ce qu'on disait ce matin, il y a beaucoup aujourd'hui de dispositifs qui prennent en charge ce moment un peu compliqué toujours de la sortie d'école, qui pose quand même beaucoup de questions aussi sur
à la fois la nécessité évidemment de ne pas livrer les jeunes artistes sur le marché notamment et dans le monde de l'art contemporain qui peut être assez concurrentiel et en même temps le risque qu'il y a aussi à les former de plus en plus tôt, parfois même au sein même des écoles, et à les professionnaliser, qui est donc ce terme qu'il faut continuer à interroger, quoi, à discuter. Pour la petite histoire, au tout début du lancement de Versant Sud, j'avais lu le rapport Racine qui a été lancé par le ministère de la Culture, où il est précisé que dans les 10 ans à la sortie de l'école d'art, c'est la période durant laquelle les artistes abandonnent leur carrière. Donc c'est très difficile d'avoir un modèle économique le jour J de la sortie des écoles d'art. Peut-être vous avez un modèle particulier à raconter, mais aujourd'hui c'est des modèles hybrides qui sont répartis entre la vente d'œuvres, les résidences d'artistes, les colloques, les participations, mais en aucun cas ça peut être une seule solution, ça doit vraiment être réfléchi et partitionné. Merci beaucoup pour cette présentation. Je vais passer la parole maintenant à Aude Fanlot. Je vous présente également brièvement. Vous êtes donc agrégé de lettres, vous travaillez au MUCEM depuis 2012, au département recherche et enseignement, dont vous avez pris la direction en 2017. Et vous êtes donc responsable à ce titre de la mise en place des résidences. Vous nous direz justement s'il y a à proprement parler des résidences au sein du musée ou si ça prend d'autres formes. Vous m'avez parlé dans l'échange que nous avons eu d'enquête de terrain auprès des acteurs témoins. Voilà, peut-être on peut revenir sur cette notion d'enquête. Vous avez aussi, enfin dans le petit échange que nous avons eu, vous avez employé une formule très intéressante, une dialectique sur laquelle j'aimerais bien que vous reveniez, puisque vous avez parlé du musée au milieu et du musée comme milieu, qui me semble résonne bien avec un peu tout ce dont on vient de parler. Le musée est au milieu au sens c'est ce que votre formule est au sens qu'il est un intermédiaire entre recherche, entre artistes et public, et que cela crée un écosystème propre, un milieu spécifique entre collection patrimoniale, programmation artistique, exposition, commande artistique et recherche. Voilà, je vous laisse peut-être nous expliquer tous ces termes. Oui, merci beaucoup. Merci pour cette présentation. Je vais commencer par m'excuser d'être moi, puisque j'aurais dû être Elia Pockner, qui est la responsable du pôle art contemporain au MUCEM et qui n'a pas pu venir et qui vous prie de l'en excuser. Du coup, effectivement, moi, je vais un petit peu recentrer la présentation que je peux faire sur ce qui est mon corps de métier ou de non-métier, puisqu'il n'existe pas. Hein. J'ai une fonction qui est de m'occuper de ce département, mais qui ne correspond pas en fait à une fonction professionnelle précisée. Et je pense que c'est tout l'intérêt, je trouve, de ce que je fais. Et du coup, j'aimerais vous partager avec vous mon enthousiasme là-dessus. Alors, ça ne marche pas. C'est là-bas. Ah, voilà. Donc, alors, très vite, le MUCEM, disons que c'est un musée, vous le savez, qui a des collections d'ethnographie française et puis européenne, et qui se transforme dans son projet avec l'implantation à Marseille. Donc, c'est peut-être par là qu'il faut commencer dans la présentation, puisque c'était la question des territoires. C'est un musée qui, dans son principe, essaye d'échapper à la notion de territoire, et en tout cas de se dire de sortir de la logique d'addition de territoire, celle de la France, de la Méditerranée et de l'Europe, plutôt, et de passer plutôt par la question des circulations de personnes, de motifs, de formes, de savoir-faire, etc., au sein de cet espace. Et c'est un musée aussi qui tente un décloisonnement assez fort entre différentes approches, celle de l'ethnographie et disons de ce qu'on peut appeler les arts populaires, même si c'est un terme qui ne fonctionne pas bien, les cultures techniques,
qui fonctionne aussi, qui hérite aussi de la muséologie sociale et qui est une muséologie qui conçoit les collections, les expositions à partir de la collecte de terrain auprès des acteurs qui vont documenter un fait de société dont il est question. Et donc au croisement de l'ethnographie, de la muséologie sociale et de l'art. Alors ça fait que en particulier, un des grands enjeux du musée aujourd'hui, c'est de s'intéresser à cet ensemble et à ces échelles un peu variables entre l'intime et le global et à l'échelle Europe et Méditerranée à partir des enjeux de société contemporains. Et c'est précisément le lieu où se croisent très fortement, du coup, à l'intérieur du musée, les fonctions des artistes et des manières de travailler des artistes et des chercheurs. Et donc le musée, ce qu'il peut offrir, vous l'avez dit, nous n'avons pas de résidence à proprement parler, mais nous travaillons en collaboration avec des structures qui ont cette mission-là et qui le font très bien et certainement beaucoup mieux qu'on ne pourrait le faire, comme la Fondation Camargo, comme l'IMERA, etc. Donc nous n'avons pas de formule de résidence, mais en revanche, on est, disons, l'opérateur de transformation ou d'échange ou un milieu organique qui va permettre à des gens en résidence de travailler à la fois avec des chercheurs, des artistes, des conservateurs qui sont des métiers techniques aussi, de la production et aussi des acteurs citoyens, militants, associatifs qui sont aussi contributeurs du musée. Et donc le musée est cette espèce d'espace intermédiaire qui va pouvoir offrir à des artistes ou à des chercheurs des horizons de collaboration qui vont les déplacer un petit peu à partir de l'horizon des collections, qui n'est pas tout à fait le même que celui des expositions ou de la création ou de l'expression artistique via les expositions. Voilà. Et donc cette position intermédiaire, cette position d'interface, c'est celle qu'on essaye d'animer au maximum à travers différents dispositifs, mais je vais vous parler en particulier de celui de la collecte et de l'enquête-collecte, qui s'intéresse à cette interface entre musées, artistes et chercheurs à partir de la question des collections, de leur relecture ou bien de leur création, du développement de collections nouvelles. Et ce que je vais appeler résidence d'une manière un petit peu élargie, ça sera, disons, toutes les formes de travail long, temporairement long, d'artistes ou de chercheurs, où le fait de travailler en musée suppose un léger décalage, un léger pas de côté par rapport à... où on peut faire dans le musée ce qu'on ne ferait pas par ailleurs, et tout aussi bien, mais différemment. Et c'est par là que je vais. Bon, alors la première évidemment, position du musée, c'est celle d'être une ressource, et une ressource par ses collections de relecture, que ce soit des relectures artistiques ou que ce soit des relectures de recherche. Je vous en ai mis quelques exemples là avec les expos documents bilingues et de Damien Héroux sur le clou, qui étaient des relectures de nos collections, à la fois dans leur dimension esthétique et documentaire, dans leur dimension artistique et artisanale, puisqu'on est toujours sur ces zones frontières par la nature même de nos collections. Et de la même manière, on va avoir des chercheurs, comme ici en ce moment Bertrand Tillier, qui est dans un dispositif de délégation chez nous, qui va reprendre aussi un fond photographique et un fond ethnographique, mais depuis une analyse esthétique. Voilà le premier exemple. Le second exemple, eh bien, c'est ce que je disais des enquêtes-collectes, qui sont des manières d'aller acquérir en fait sur le terrain, non pas par des acquisitions sur le marché de l'art ou par le don de collectionneurs, mais d'aller acquérir sur le terrain directement des corpus qui sont à la fois faits d'objets et de documentation de première main. Et là-dessus, c'est une démarche que l'on confie à des chercheurs, mais aussi à des artistes. Et c'est souvent un endroit, vraiment un terreau, un milieu, pour le coup, de point de croisement extrêmement fécond. Donc ici, par exemple, Zoé Karl, qui est une postdoctorante qui a travaillé chez nous pendant 2 ans. J'ai parlé du temps long, elle arrive sur la poétique du slogan révolutionnaire.
Et c'est au bout d'un an et du fruit du hasard, et c'est ça l'intérêt aussi des résidences, même si là on est dans le cadre d'un contrat postdoctoral, son nom administratif c'est celui-là, c'est de passer à autre chose d'une certaine manière. Et le musée est sollicité pour un prêt de Guillotine qu'il a des Baumettes, et elle entame une recherche d'1 an sur les écritures carcérales, à la fois administratives et artistiques, dans la prison des Baumettes qui va fermer. Et on collecte à la fois des objets et un matériel d'écriture documentaire et artistique, de la même manière que par ailleurs on passe par des acquisitions plus classiques sur le marché de l'art, comme ici avec l'œuvre de l'artiste kurde Zehra Dogan que l'on a acquis par ailleurs. Mais voyez, avec cette convergence de documenter des faits de société contemporains depuis des approches différentes. Je ne suis pas douée, hein. Voilà. Autre exemple de collaboration, dans ces formes d'enquête, c'est de faire collaborer des chercheurs et des artistes sur un même terrain. Et là, je vous donne l'exemple de l'enquête Tag et Grave de Claire Calogero, qui est une enquête qui commence dans les années 2000, donc il y a bientôt 30 ans, et qui se poursuit dans le temps. Et depuis quelques années, par exemple, on travaille, donc Claire est ethnographe, elle fait la documentation, si vous voulez, de l'émergence du graphe dans le milieu hip-hop en France. On passe plusieurs années à élargir au niveau européen et méditerranéen les collectes sur le sujet. Et depuis quelque temps, SIC, qui est un des graffeurs qu'elle a interrogé et qu'elle a enquêté, qui est devenu à son tour un enquêteur pour nous, travaillant avec nous au développement de cette collecte. Bon, les formes plus classiques de résidence, on en a quand même si elles sont encore une fois imparfaites, ou en tout cas pas complètement, si elles ne décrivent pas tout le cercle de la définition d'une résidence. On a des résidences artistiques qui vont nous être offertes, disons, proposées via des programmes de projets européens, ou via des partenariats avec la fondation de l'Université d'Aix-Marseille, MERA, et parfois quelques programmes qu'on a fait en commun avec toi, Julie. On a aussi une formule de résidence qui est plutôt une carte de planche de programmation pour proposer une programmation à l'année. On ouvrait le 12 novembre avec Mohamed El Khatib cette série de cartes blanches offertes à des artistes plutôt sur le volet performance ou programmation événementielle. Et puis on a des contrats de recherche sous la forme de doctorat, de postdoctorat, de délégation, qui obéissent à chaque fois à des dispositifs particuliers et pour le coup faits sur mesure, qui vont de 1 an à 3 ans, voire 5 ans. Et qui donc permettent à la fois des relectures de collections, des enquêtes de terrain et des formes de recherche-création, dont je vais vous montrer quelques exemples très rapidement. Donc voilà l'exemple de ce qu'on peut appeler une résidence artistique. C'est la résidence d'Antoine D'Agata dans le cadre d'un projet européen qui s'appelait Taking Care et qui donc va pendant plusieurs mois travailler sur la collecte que l'on a faite sur le confinement et confronter son propre travail photographique et sa propre singularité artistique à une collecte participative qui était en grand écart avec lui. Et c'est 6 mois, 8 mois en fait, d'ajustement, de confrontation parfois, mais qui aboutit à une exposition qui, je crois, est fertile de cette confrontation. D'autres, là, ce sont les résidences donc via des projets européens ou des projets en partenariat. Donc Rania Stéphan en haut, qui dans le cadre du partenariat avec l'IMERA est venu travailler 5 mois sur un projet qui fait écho à ce qu'on disait tout à l'heure sur la situation au Liban, et donc sur les archives du futur post-apocalyptique du Liban. Et puis la résidence dont je vous parlais tout à l'heure de Mohamed El Khatib, qui fait suite à Boris Charmat et Tarek Atoui. Autre exemple de collaboration de recherche-création, en voici 2 sur la thématique des traversées et de l'exil. On a reçu pendant 2 ans un postdoctorat de quelqu'un qui s'appelle Raphaël Botivo, qui est à la fois chercheur, anthropologue et formé au frénois et réalisateur, et donc qui a travaillé à une collecte au niveau des Alpes
d'un tout petit territoire du Briançonnais qui, en journée, est une station de ski et la nuit est un point de passage des migrants. Et il a travaillé donc auprès d'une association qui équipe ces migrants en bottes de ski, etc., pour survivre au froid. Et on a acquis cette tenue Décathlon. Et c'est en même temps tout un travail de recherche-création qui a donné lieu à une création documentaire qui passe en festival, qui tourne, qui s'appelle 400 paires de bottes. Et qui est donc une création artistique, puisqu'il est dans l'intervalle entre les deux. Et autre exemple, celui que vous avez dessus, c'est une délégation que l'on a en cours de quelqu'un qui est prof à l'université à Grenoble, qui est maître de conf en géographie et qui travaille sur les migrations également, et qui s'est retrouvé dans l'impossibilité d'exercer la méthode classique justement de l'enquête face à des gens pour qui, lorsqu'on leur demande des témoignages et des récits de vie, c'est aussi une forme d'assignation, et c'est aussi des formes de récits qu'ils vont devoir produire à l'administration pour obtenir ou pas le droit d'asile. Et donc elle a déplacé le format de sa propre recherche à celle d'une performance collective qui s'appelle le Bureau des dépositions, qui est un collectif de sans-papiers, plus une artiste, plus elle. Et elle travaille à des formes de coproduction qui vont opposer en fait le droit de la propriété intellectuelle collective coproduite par ce groupe, et essayer d'opposer ce droit-là qui fait que indissociablement les 10 personnes doivent être ensemble sur scène pour se produire, et d'opposer ce droit-là aux questions d'expulsion auxquelles sont soumis les autres membres du collectif qui sont sans papier. Et dernier exemple, je termine par là, c'était aussi pour faire écho à ce qui vient d'être dit, et puis faire appel aussi, parce que je pense que du coup, et en particulier avec la table ronde précédente, j'aimerais beaucoup prendre des contacts dans cette optique. Nous avons acquis, grâce à la Fondation Antoine de Galbert, cette magnifique maquette, je ne sais pas comment l'appeler, il l'appelle sculpture en tout cas, de Khaled Dawa, qui est un artiste exilé syrien, qui en fait a produit cette maquette. C'est très différent de ses productions habituelles, et pendant 2 ans, en bas de logement qu'il a occupé au moment où il est arrivé en France, il a construit cette maquette qui est la maquette d'une rue dévastée de Syrie, vraiment comme un travail exutoire de la situation, de sa propre situation d'exil et d'une situation post-traumatique, pardon. Et il y a c'est pas vraiment une résidence, mais lorsque cette pièce est arrivée au musée, il a mis énormément il a eu beaucoup de difficultés en fait à la faire entrer dans les collections, parce que c'était une forme de séparation de lui-même et de ce travail d'exutoire qu'il opérait depuis 2 ans. Et il est venu pendant plusieurs semaines continuer cette œuvre, y compris au moment où elle rentrait dans les réserves. Et donc l'associer à tout un protocole qui continuera sur plusieurs années avec nous pour faire vivre et évoluer cet objet. Et donc cette œuvre qui nous a énormément marqué, y compris dans son processus d'entrée d'acquisition, on l'a mis en résonance avec un projet postdoctoral qui est mené par Marion Slitine, qui travaille sur la création dans des contextes de crise, et en particulier en Palestine et au Liban et au Maroc. On va, à partir de ces différentes convergences entre les exemples précédents que j'ai donnés sur la migration et ces points d'appel, on va lancer un postdoctorat avec l'Université d'Aix-Marseille. Alors, il n'est pas encore lancé, mais il va arriver, précisément sur la question de la création en exil, depuis le point de vue de sa matérialité, comment est-ce que c'est de fabriquer dans des contextes de précarité qui ne sont pas forcément des ateliers, et loin s'en faut, etc. Et depuis ces contextes aussi politico-administratifs, comment est-ce qu'on fixe comment est-ce qu'on obtient un passeport talent, à quel moment on traduit, on détermine un métier artiste dans ce type de situation, etc. J'espère que je n'ai pas été trop longue. Voilà.
Merci beaucoup. Je repense à ce que nous a raconté aussi Sébastien Thierry ce matin autour de Navenir Avenir et de cette acquisition ou de ce don qui a été fait au MUSEM, je ne sais plus très bien les termes, de ces gilets de sauvetage. Donc il disait que c'était une façon aussi d'inverser un peu le processus, c'est-à-dire qu'en général vous collectez des objets qui ont eu un usage ou enfin, qui ont une vie, quoi. Et là c'est comme s'il y avait une forme d'anticipation sur ces objets qui seraient des témoins avant l'heure de ce qui pourrait se passer, de ce qui pourrait se jouer. Je dis pas de bêtises. C'était très bien. Bon, peut-être si vous voulez bien, on va passer la parole quand même à Badi Daloul qui est au Japon, donc et où il est très tard, je crois. Donc, artiste dont vous avez sans doute vu le très beau film qui est présenté, alors là, si je ne me trompe pas, à l'étage. Je suis perdue dans la géographie de la collection Lambert. Toujours pas? Bon. Donc voilà, Badi Daloul qui est avec nous, artiste, né en 1986, artiste franco-syrien, et vous êtes donc vous allez me confirmer, mais je crois donc le seul artiste à avoir pu partir à la Villa Kujoyama cette année, qui avec beaucoup évidemment de déconvenues liées aux suites du Covid. Et vous allez nous présenter donc ce travail que vous menez autour d'un groupe, d'une petite communauté de Syriens. Je crois j'ai peur de dire des bêtises, mais je crois une 50aine de personnes qui se sont installées au Japon. Et vous allez nous parler donc de ce film que vous êtes qui s'appelle Mon pays imaginaire, dont je crois on va voir aussi un court extrait. Bonjour à tous, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Très Est-ce que bien. vous pouvez déjà me le confirmer? Très bien, merci. Je suis très honoré d'être parmi vous et j'aimerais remercier les organisateurs de m'avoir invité et participer à la mise en place de cette table ronde. J'aimerais commencer par souligner l'importance en fait des programmes, par exemple comme NAFAS, qui ont été évoqués un petit peu avant, et saluer les efforts des institutions hôtes auxquelles que vous représentez déjà ici à la table ronde. C'est principalement et précisément par leur concours qu'il y a 35 ans, mes parents sont venus de Syrie et ont fait une résidence à la Cité des Arts à Paris. Et c'est là que je suis né. Là-dessus, en fait, on peut voir à quel point il y a une importance dans la continuité, dans la longévité de ces programmes de résidence et leur importance que ça peut avoir des générations après, par exemple, pour ma part en tout cas. Comment commencer? C'est-à-dire que donc après ma naissance, évidemment, j'ai eu la possibilité de commencer mes études aux Beaux-Arts. Et là-dessus, j'ai développé un travail principalement autour des histoires croisées et des migrations, en me basant d'abord sur les migrations qui existent au sein de ma famille, mais aussi des personnes que j'ai pu rencontrer autour de moi, pas nécessairement parfois venues du monde arabe, mais aussi d'Afrique et d'Amérique latine. Mon travail prend parfois la forme du film, mais aussi je fais du dessin et du collage. Voilà pour une présentation brève de ce que je fais. En effet, je suis arrivé à la Villa Kujoyama le 1er janvier 2021, après avoir proposé un projet sur l'accueil des Syriens au Japon. Il faut savoir que ce pays de 125 millions d'habitants n'est peut-être pas la destination la plus courante
pour beaucoup de gens qui aspirent à vivre ou à voyager comme ça. Mais en effet, le pays accueille depuis le début des événements en Syrie une trentaine de personnes par an. Les accueille assez bien, mais en effet, le nombre pose des questions. Et c'est à partir de cela que j'ai commencé à écrire ce projet et à imaginer des rencontres avec des personnes sur place. La Villa Kujayama m'a permis de le faire, malgré le contexte particulier du Covid et la fermeture du Japon qui a eu lieu le jour même, quasiment de mon arrivée sur place. Le réseau également de la villa a été extrêmement efficace dans la mise en forme de mon film, et autant pour les aspects pratiques que pour des questions plus logistiques ou plus techniques. Voilà. C'est déjà une présentation de ce projet. Si peut-être vous avez des questions, je peux continuer à parler comme ça. Badi, est-ce que vous voulez qu'on diffuse un court extrait du film? Je crois que vous aviez sélectionné 2-3 minutes. Oui, j'en serais ravi. Et en attendant que ça se lance, vous êtes arrivé vraiment en janvier 2021? Oui, le 1er janvier 2021, D'accord. le jour de la fermeture. Et vous y êtes resté? Et j'ai pu y rester donc à peu près 4 mois au sein de la résidence de la Villa Kujayama, et ensuite 4 mois enfin un petit peu en vadrouille entre la résidence et Tokyo et d'autres endroits qui étaient importants à la réalisation du film. Ok. Eh bien, regardons un extrait. Merci. Si je me souviens bien, dans l'un de mes premiers souvenirs, je me trouve dans cette cour. Un endroit délimité par 3 immeubles et un escalier, devant chez moi. Je me revois assis sur le bitume chaud, en train de jouer avec mes mains, tapotant le sol, tapotant mes petites jambes. Enfant, me venaient des questions improbables, sans réponse possible. La lumière qui traverse mes doigts lorsque mes mains font face au soleil, la gravité qui lie mon poids au sol, et les chutes de mon corps, qui n'est pas habitué à marcher encore.
Lorsque je fouille ma mémoire, ces étranges sensations accompagnent toujours ces souvenirs. Mes parents ont beaucoup déménagé dans mes premières années. J'ai appris à marcher ici, et j'ai dit mes premiers vrais mots à 10 minutes à pied de là, ici. J'ai pris ma première douche là. Je suis allé à la crèche là, et je me souviens de mes premiers amis ici. Pourtant, même si mes yeux sont passés dans de nombreuses rues, ce qui reste à jamais gravé dans ma mémoire, c'est bien cette cour. Après mes premiers pas, j'étais transporté littéralement par l'expérience. Je suis encore surpris de cet état de fait. 2 jambes bougent, le genou se plie, la colonne se lève et le pied s'articule. Et une jambe devant l'autre, me voici en train de marcher. Il semblerait que nous apprécions les histoires, que ce soit une de nos façons d'apprendre. Je vais maintenant vous raconter l'histoire d'Ahmad. Elle ressemble à la mienne et à celle de beaucoup d'entre vous. Son histoire est celle d'un voyage archétypique. Il y a quelque temps maintenant, des gens sont sortis dans la rue, dans plusieurs pays au Moyen-Orient. Un homme, Ahmad, est né plusieurs fois, dans plusieurs villes, dans plusieurs de ces pays. À Beyrouth, face à la mer. À Damas, face aux montagnes. En Égypte, à Bagdad, et même en Tunisie. En périphérie de la capitale, sa naissance fut ordinaire. Ahmad est sorti du ventre de sa mère. Coup de ciseaux, cris. Matrice d'une abeille. Première chute. C'est à partir de ce moment que la périphérie va conférer aux objets leur forme. C'est à partir de ce moment que les détails insignifiants prennent la forme d'une mandarine, que la peau se détache du fruit, que la lumière et la transparence retiennent l'attention. Ahmad, à peine né, est déjà en train de se disperser, de s'éparpiller. Le verre est tombé et le liquide coule maintenant sur le sol. La surface de l'eau est le premier miroir. Cette eau représente un voyage sans retour. Lors de cette première fois, le monde entier est saisi de douleur et de peine. Il semblerait que cette peine soit quelque chose que chacun d'entre nous comprenne. Quelque chose que nous aurions tous en commun. La peine, à la fois très intime et en même temps tout à fait partagée. On va peut-être Serait-ce un point de départ ? s'arrêter là. Badi, j'espère que vous nous pardonnez, mais alors, d'une part, le film est visible quand même en entier. Il dure, je crois, 45 minutes à peu près. Et donc, on peut le voir ici jusqu'au 12 février. Et comme je vois le temps qui file et certains de nos intervenants qui ont plus des trains à prendre, et voilà, peut-être on se garde quelques minutes pour échanger tous ensemble. Merci beaucoup à Olivier et Badi pour cet échange à distance qui a très bien fonctionné, donc c'est formidable. Et vous pouvez vous joindre à nous
par écran interposé. Est-ce qu'on fait circuler un micro peut-être dans la salle Voilà, je peux dire peut-être en attendant que, évidemment, c'était une riche et longue journée et que j'ai trouvé vraiment passionnant de voir à quel point, évidemment, à travers ces histoires multiples de résidences, on voit bien combien elles sont aussi des caisses de résonance de tous les enjeux planétaires aujourd'hui, avec quand même ce très beau fil conducteur sur la question des eaux, de la montée des eaux, entre votre projet, évidemment, Nicolas, mais vous parliez de cet artiste au Nigeria qui tisse cette toile de voile, Navire à venir dont il était question ce matin. Voilà, peut-être souligner quand même la diversité extrêmement impressionnante de tous ces dispositifs qui souvent se combinent les uns aux autres pour accompagner les artistes sur ce fameux temps long dont on a beaucoup parlé aujourd'hui. Et aussi, voilà, ce que je trouve très intéressant, c'est cette capacité que vous avez les uns les autres à sans cesse réfléchir sur vos propres dispositifs, à les remettre en question, à les remettre en jeu en permanence. Voilà, donc merci à vous déjà, et merci à tous les intervenants de la journée. Et puis s'il y a quelques questions dans la salle... Bon, je crois qu'on va s'arrêter là. Merci beaucoup pour vos interventions.